Merci Bernard pour cette introduction. Juste pour les conditions de la salle, si Polo pouvait éteindre les lumières, comme ça sera plus facile pour voir les diapositives que je vais présenter. Et on n'a pas réussi à éteindre le projecteur qui éclaire le bas de l'écran, mais j'espère que normalement ça devrait quand même aller puisqu'il n'éclaire pas le centre, donc les diapositives devraient être compréhensibles. Alors je vais me présenter un tout petit peu plus précisément. Donc je m'appelle José Serrano, donc je suis professeur à l'université de Tours. Et je travaille sur les questions de relations ville-campagne depuis une quinzaine d'années ici en Touraine. Donc je regarde en fait la place de l'agriculture aux abords des villes, comment les contraintes que subit l'agriculture aux abords des villes d'une part, et puis également aussi comment l'agriculture peut participer au développement urbain, que ce ne soit pas simplement une réserve foncière pour le développement, mais que ça serve aussi de facteur de développement pour la ville. Donc ça, c'est mes questions de recherche. Et dans ce cadre-là, donc j'ai participé à la réflexion After 2050, donc qui a pour objectif de regarder comment l'agriculture peut s'adapter aux nouveaux enjeux environnementaux et en particulier au changement climatique. Donc c'est à ce titre-là que j'ai participé à la réflexion régionale de After 2050. Donc, je vais vous présenter le scénario avec les résultats qui ont été obtenus pour la région. Je commencerai par présenter un peu la méthode, puisque c'est important aussi pour comprendre comment les conclusions ont été obtenues pour ce scénario et quelle est la portée de la réflexion. J'en ai à peu près pour 3/4 d'heure et après vous pourrez poser les questions que vous avez eues durant la présentation. Alors tout d'abord, la réflexion sur l'agriculture dans ce scénario, dans cette réflexion, elle vient de l'enjeu du changement climatique et comment réduire les gaz à effet de serre qui sont émis par l'activité agricole. Sachant que l'on a un objectif de facteur 4 pour les activités humaines, mais pour l'agriculture, compte tenu de ces spécificités, le facteur 4 est impossible à obtenir et on ne peut pas réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un facteur 2 qui est visé pour ce secteur agricole en particulier. Et donc la réflexion, c'est de voir en fait quel est le visage de l'agriculture qui respecterait ce facteur 2 dans le futur, à quoi elle ressemble, pour avoir une idée vers quoi on doit tendre, quels sont les choix que l'on doit prendre aujourd'hui pour que dans 40 ans on arrive à une agriculture qui remplisse cet objectif de facteur 2. Donc c'est le point de départ de la réflexion After 2050. Donc c'est un travail prospectif, c'est-à-dire qu'on se projette dans l'avenir, dans 40 ans. Donc ça permet aussi de se libérer de toutes les contraintes, et de toutes les objections, de toutes les difficultés à un changement qui doit être pris tout de suite. Donc on verra que dans ce scénario, en fait, le changement qui doit être fait, il est fort, mais sur un laps de temps de 40 ans, ça permet aussi d'y aller progressivement et ça permet aussi de libérer la réflexion. Alors, l'objectif, c'est de tenir plusieurs bouts à la fois. Tenir l'objectif environnemental, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire l'utilisation de carbone fossile, réduire aussi l'impact sur la biodiversité, l'utilisation de produits phytosanitaires. Mais en même temps, donc, trouver une agriculture qui ait un impact environnemental moins fort, mais en même temps aussi trouver une agriculture qui satisfasse nos besoins alimentaires. Donc il s'agit aussi de tenir l'enjeu de production alimentaire donc pour les hommes, et aussi production alimentaire pour le bétail, puisqu'on se nourrit d'une partie de viande, et il faut aussi nourrir ce bétail. Et il y a aussi un troisième enjeu, j'en reparlerai, qui est aussi d'avoir une agriculture qui puisse, dans la mesure du possible, continuer à exporter, soit pour d'autres régions françaises, soit pour d'autres pays dans le monde. Donc le but, il est là, c'est d'arriver à concilier ces trois objectifs, à la fois environnemental, alimentation humaine et économique, continuer d'exporter. Donc, comme je vous l'ai dit, le but, on va démarrer d'abord d'un objectif de production auquel il ne faut pas renoncer.
On verra qu'il va quand même être modifié, mais il ne faut pas renoncer à cet objectif de production. Donc nourrir la France et les voisins, dans un contexte donc, où les enjeux environnementaux vont devenir non seulement essentiels, mais en plus ils vont devenir contraignants. C'est eux qui vont aussi obliger l'agriculture à évoluer, ils vont s'imposer à l'activité agricole. Donc il s'agit de réduire les gaz à effet de serre, s'adapter au changement climatique, donc être par exemple moins sensible à la chaleur, aux sécheresses, protéger la qualité de l'eau, protéger la biodiversité, protéger l'air, le sol, et avoir aussi une santé, une alimentation humaine qui soit de meilleure qualité, plus saine. Et là-dessus, il y a des leviers. Quels sont les leviers que l'on a pour atteindre ces objectifs? Donc d'une part, modifier l'assiette alimentaire. On ne peut pas atteindre des objectifs environnementaux si on a une assiette alimentaire qui est très exigeante en fait en énergie pour la produire. Donc réduire la consommation d'énergie de l'agriculture, ça passe par une modification nécessaire de l'assiette alimentaire. Modifier les systèmes agricoles, donc aussi trouver des moyens. La réflexion de Solagro a permis de sélectionner des itinéraires techniques, des assolements, des cultures qui génèrent moins de gaz à effet de serre et qui utilisent moins de pesticides. Modifier les importations et les exportations. Prendre en compte l'artificialisation des terres et voir aussi en fait comment on peut la réduire, puisque toutes les terres qui sont artificialisées du fait du développement urbain, c'est une réduction du potentiel de production. Donc là aussi, il faut en tenir compte. On est sur un rythme de consommation d'espace relativement important. Il s'agit aussi de jouer sur ce levier-là et de réduire cette destruction de terres agricoles. Modifier les élevages, aller vers de l'élevage extensif. Utiliser aussi la forêt, donc là j'en parlerai pas, mais ça fait partie du scénario After 2050. Générer du méthane pour produire de l'énergie et être plus autonome en énergie. Donc ça, ce sont les leviers sur lesquels on peut jouer, on peut modifier les pratiques, modifier les choix qui sont faits pour atteindre ces objectifs, tout en continuant ces objectifs environnementaux, tout en continuant de nourrir la population. Alors, quelle est la méthode qui a été utilisée? Le scénario After 2050, sa logique, c'est de regarder, d'avoir une entrée physique. Ça veut dire que l'on va regarder quelles sont les quantités qui sont produites et quelles sont les quantités dont on a besoin. Donc la réflexion, elle est là-dessus, en fonction des surfaces qui sont disponibles en France, en fonction des rendements que l'on est capable aujourd'hui d'atteindre, et des rendements aussi, on va dans la réflexion de voir comment vont évoluer les rendements avec un changement climatique, avec d'autres techniques. Réussir à avoir une production, donc d'un point de vue quantitatif, des tonnes de blé, des tonnes de viande, des tonnes d'œufs, de poulet, qui soient suffisants pour pouvoir nourrir la population française, donc ici et dans le cas présent la population régionale. Donc c'est une entrée par les moyens de production et par les surfaces, les rendements qui permettent de calculer des flux de matière, des flux d'énergie. Et on regarde comment ça s'équilibre. Donc le travail, la logique, la modélisation qui est faite par After, elle a cette entrée-là. En fait, c'est de regarder, est-ce que d'un point de vue physique, concret, on est capable, est-ce qu'on a un moyen, est-ce qu'on est capable d'atteindre une agriculture facteur 2 qui continue d'alimenter, de nourrir suffisamment la population. C'est un modèle récursif, on va voir que ça se fait par tâtonnement, il y a une modélisation et par des ajustements successifs, on va réussir à atteindre un équilibre qui satisfait à la fois les objectifs de production et les objectifs environnementaux. Et enfin, c'est un modèle ascendant de deux points de vue. D'abord, on part en fait de données agrégées, c'est-à-dire qu'on prend les données à la base, que l'on va petit à petit agréger pour passer en fait de la parcelle, passer à la région. Donc on va modéliser des itinéraires techniques, modéliser des fermes, une ferme type en élevage, et par sommation de ces différents modèles, on arrive à voir qu'est-ce que ça donne au niveau régional. Et également un processus aussi ascendant, les résultats ont été obtenus progressivement avec des allers-retours, avec un groupe de réflexion régionale dont a parlé tout à l'heure Bernard Bédoué.
Alors, comme je vous le disais donc, au début, on part des besoins, c'est-à-dire quelle est la population que l'on a aujourd'hui en région centre, quelle est la population que l'on va avoir en 2050, et à partir de là, on calcule un besoin en produits alimentaires. On calcule aussi des besoins pour l'alimentation du bétail, puisqu'il faut le nourrir, et des besoins éventuels d'exportation. Par rapport, en face de ces besoins, qu'est-ce que l'on a? On a des hectares disponibles, donc on a une surface régionale en culture, on a des surfaces en pâture, et sur ces surfaces, on est capable d'obtenir des rendements, donc on va être capable de, face aux besoins, d'aligner en fait une production, d'aligner une offre. On regarde quelles sont les performances environnementales de cette offre. Est-ce qu'aujourd'hui, de la manière dont on produit, on atteint un facteur 2 en environnement? Donc c'est non. Et donc, on va faire des ajustements. Donc, qu'est-ce qu'on va modifier? Trouver des élevages extensifs. Mais si on modifie les élevages extensifs, on diminue les quantités produites. Donc, voilà, par tâtonnement, en fait, il y a une modélisation qui est faite qui, par tâtonnement, par aller-venue, permet de trouver l'équilibre entre production et objectifs environnementaux. Alors, toujours pour finir un peu sur la méthode, le scénario AFTER 2050, en fait, est la deuxième étape du scénario AFTER, qui avait été au début mis au point par Solagro au niveau national. Et il s'agissait d'affiner les conclusions et les réflexions qui avaient été faites au niveau national à un niveau régional. Donc, quatre régions sont parties dans la réflexion. Picardie, Île-de-France, Rhône-Alpes et la région centre. Donc ces 4 régions plus Solagro ont mis en place un comité national de suivi qui permettait à la fois de voir comment la réflexion se déroulait dans chacune des régions et aussi qu'il y ait une convergence entre les réflexions qui étaient faites dans chaque région pour pouvoir ensuite passer à un niveau national. Un conseil scientifique était réuni plusieurs fois au niveau national. Ça permettait, avec des experts en alimentation, en agronomie, d'avoir aussi des réactions par rapport aux résultats qui étaient trouvés. Et au niveau régional, il y avait une réflexion propre qui a été mise en place. Donc pour chaque région, avec un bureau d'études, donc ISL, qui était spécialisé dans l'animation, Solagro, donc qui participait à la réflexion, et des groupes de réflexion dans chaque région. Donc il y en avait un auquel moi j'ai participé, auquel Bernard a participé, d'autres parmi vous dans la salle ont participé, donc qui étaient réunis périodiquement et qui permettaient d'alimenter la réflexion. Donc au début d'avoir des enjeux, poser des hypothèses, et ensuite au fur et à mesure que les résultats étaient montrés, de réagir et d'ajuster sur les résultats. En parallèle, donc il y avait du débat. C'est pas simplement une affaire d'experts techniques. Il y avait aussi du débat sur les résultats. Et en parallèle de ces réflexions au niveau régional, il y avait des ateliers thématiques qui ont été mis en place pour venir aussi alimenter et préciser la réflexion qui était faite au niveau du scénario. Donc pour la région centre, il y a eu un atelier sur la forêt. Et un atelier aussi sur un peu les fermes types. Dans la région centre, en élevage, quelle est la ferme type, qu'est-ce qu'on prend comme référence pour faire une réflexion sur l'élevage, et aussi sur les cultures, quels sont les assolements, quels sont les différents types de fermes types qui existent en matière de culture. Donc toute cette réflexion a permis de préciser et aussi d'affiner les choix qui étaient faits durant toute la réflexion qui a duré 3 ans. Alors, pour faire ce scénario, il y a quand même des hypothèses qui sont faites au départ. La première, c'est la modification des besoins alimentaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la manière dont on se nourrit aujourd'hui n'est pas durable, c'est-à-dire parce qu'elle a un coût environnemental trop élevé. Nourrir, si on veut continuer à produire avec une population qui augmente autant de viande, autant de graisse, le coût environnemental est trop élevé. Donc nécessairement, pas que d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue environnemental, nécessairement, si on veut atteindre en fait une agriculture facteur 2, il faut que la demande se modifie. Sinon, c'est une impasse, vous pouvez pas réussir. Alors d'abord, réduire les surconsommations.
Donc dans notre assiette, on a besoin de protéines, on mange trop de protéines. On a un régime qui est trop protéiné, donc réduire les quantités de protéines ingérées. Réduire aussi les quantités de sucre. Donc là, vous avez les proportions, passer de 90 grammes par jour à 52 grammes en protéines. Et pour les sucres aussi, vous avez passer de 4 morceaux alors qu'on est à 20 aujourd'hui en moyenne. Réduire les pertes et les gaspillages alimentaires qui sont pas négligeables. Donc de les réduire par un facteur 2,5. Donc il y a des gaspillages qui sont évitables. Donc dans les processus de production, dans les processus de distribution, il y a du gaspillage, il y a de la perte. Donc là, on peut réduire les pertes. Toutes ces pertes qui sont évitées, ça évite c'est autant à moins qu'il faut produire pour rien. Donc là aussi, il y a une marge de manœuvre importante qui peut être trouvée. Et au niveau de notre équilibre diététique, donc remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Donc dans notre alimentation, on a besoin de protéines, pas forcément animales. Et donc là, ça peut être des protéines végétales. On trouve dans les légumes, dans les protéagineux, les pois, les lentilles, les pois chiches, il y a suffisamment de protéines pour nourrir un homme. Donc il s'agit de substituer des protéines animales par des protéines végétales dont la production est beaucoup moins coûteuse d'un point de vue environnemental. Et également réduire la consommation de lait. Donc il y a le lait qui est une source de calcium importante, mais là aussi on peut trouver d'autres sources de calcium, donc notamment végétales, avec les fruits secs, les amandes, les noix, d'autres fruits secs qui permettent aussi d'apporter ce calcium qui est essentiel pour l'homme. Donc l'assiette se modifie dans cette réflexion. On modifie en fait, on réduit la consommation de lait par 2, on réduit la consommation de viande par 2, alors que les fruits à coque augmentent, la consommation de céréales augmente aussi, et les fruits et légumes, la consommation de fruits et légumes augmente. Donc ça aussi, ça fait partie des hypothèses de départ, et donc ça va orienter aussi la réflexion dans le scénario after 2050. Alors juste une précision, tous les résultats et toute la réflexion qui a été faite dans ce scénario, se fait à partir de choses qu'on sait faire. C'est-à-dire que quand je présenterai les itinéraires techniques, la ferme, les élevages types, tout ce qui sont faits, tous les résultats obtenus, sont trouvés avec des techniques agronomiques, des itinéraires techniques, des processus qui sont maîtrisés aujourd'hui. Il n'y a aucun pari, il n'y a pas de pari qui est fait sur l'avenir. Dans la réflexion, il n'y a pas d'hypothèse qui est faite sur on va supposer que d'ici 15 ans, on sera capable de produire avec plus proprement, avec moins de pesticides. On va inventer de nouvelles variétés qui seront plus résistantes aux maladies. Aujourd'hui, on ne les connaît pas, mais on fait le pari que dans 15 ans, on les connaît. Donc, dans le scénario After 2050, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pari sur l'avenir. Tout ce qui est trouvé, tout ce qui est utilisé, tout ce qui est proposé, ce sont des choses que l'on sait faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est un point important. Et aussi, l'autre point important, c'est que il n'y a pas de voie sans regret. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de renoncer complètement à un type de production et du coup, il peut y avoir un savoir-faire qui va être perdu et qu'on ne pourra pas retrouver par la suite. Donc ça non plus, c'est une modification importante des équilibres, mais il n'y a pas d'abandon de l'élevage, il n'y a pas d'abandon de l'agriculture conventionnelle. Donc les techniques que l'on utilise aujourd'hui, les proportions sont modifiées, mais il n'y a pas d'abandon de pan entier de la production. Alors, donc, première hypothèse forte, c'est une modification de l'assiette. Donc, moins de lait, moins de viande, plus de légumes. Et également, une bascule importante de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique et l'agriculture intégrée. Aujourd'hui, on est si on compte en surface, 96% de la surface de la région est en agriculture conventionnelle.
2% en agriculture biologique et 2% en agriculture intégrée. L'objectif, c'est d'arriver à 50% d'agriculture biologique, 40% d'agriculture intégrée et 10% d'agriculture conventionnelle. Donc, d'inverser complètement la proportion, de passer donc de modes de production conventionnels vers des modes de production biologiques, parce que l'utilisation de produits phytosanitaires est moins importante et parce que l'impact sur l'environnement est moins important. Alors, pour ces hypothèses, notamment en matière alimentaire, ont des conséquences fortes sur les productions et des conséquences très fortes sur l'élevage. Donc là, il y a une réflexion particulière qui a été menée pour que les changements qui sont proposés en élevage soient acceptables. C'est-à-dire que hier, il y avait par exemple un agriculteur, un producteur laitier qui était assis à côté de moi, qui me dit, qui réagit en fait à ma présentation et qui dit mais pour moi, entendre qu'on va manger moins de viande et moins de lait, c'est une agression. D'accord ? Donc ça, les changements qui sont proposés sont extrêmement importants. Néanmoins, il ne s'agit pas de faire disparaître l'élevage. Par contre, on peut voir qu'il s'agit bien de produire moins, puisqu'on va consommer moins de viande, moins de lait, donc fatalement, on va en produire moins. Par contre, voir qu'est-ce que c'est qui est acceptable dans le cadre produire de manière plus respectueuse pour l'environnement, qu'est-ce que c'est qui est acceptable par les agriculteurs et par les éleveurs. Alors, c'est la raison pour laquelle les changements qui ont été opérés vont être encadrés. La première idée, c'est qu'on maintient les prairies. D'abord, d'un point de vue social, il ne s'agit pas de faire disparaître l'élevage. Et puis d'un point de vue agronomique, en général, là où il y a des prairies, c'est difficile d'installer des cultures. Donc, et les prairies, elles sont valorisées par des élevages herbivores. Donc, premier objectif, maintenir les prairies. Ne pas diminuer la quantité de prairies présentes en France. Deuxième objectif, du coup, mettre les animaux à l'herbe, c'est-à-dire avoir un recours beaucoup moins important au concentré et faire brouter les animaux, donc diminuer la charge d'animal par hectare. Et enfin, atteindre un objectif d'autoproduction, c'est-à-dire que d'autosuffisance en viande, d'autosuffisance en lait, et encadrer les évolutions parce que ces éléments-là vont entraîner que l'élevage va être redistribué en France. Spatialement, on va déplacer des troupeaux et des régions très productives, très spécialisées en élevage et élevage intensif vont avoir moins d'élevage, et au contraire, d'autres régions vont voir leur nombre d'animaux augmenter. Mais pour amortir en fait les évolutions, ces évolutions sont encadrées entre un facteur 2 et un facteur 3. C'est-à-dire qu'on ne va pas on va pas multiplier le troupeau présent dans une région par plus de 2, on ne va pas le doubler, on ne va pas aller au-delà de 2. Et dans des régions très spécialisées en élevage intensif, on va aller vers de l'élevage extensif, mais on ne va pas diminuer par plus d'un facteur 3 la quantité d'élevage dans cette région. Donc ça permet d'encadrer quand même les évolutions, et c'est divisé par 2 multiplié par 2 ou divisé par 3, c'est quand même des évolutions très fortes, mais ça permet quand même de ne pas vider totalement une région de sa production d'élevage, et au contraire de ne pas transformer une région aujourd'hui en culture, de ne pas la transformer en région d'élevage. Donc ces évolutions sont quand même encadrées de manière à avoir quand même une évolution qui soit supportable d'un point de vue économique et social. Du coup, on a la France qui a été divisée en 4 régions, la Méditerranée, l'ouest de la France, qui est une région plutôt spécialisée dans l'élevage intensif, les régions à prairies, qui sont les régions de montagne, et les régions de culture, donc qui sont ici en jaune. Si vous regardez comment se répartit le cheptel aujourd'hui en 2010, vous avez une concentration du cheptel dans l'ouest de la France, du cheptel aussi présent dans des régions de culture, en montagne et un petit peu en Méditerranée. Donc l'objectif, c'est de
réduire globalement la quantité de cheptel, mais en même temps de le bouger, de le déménager. Donc on va avoir un cheptel qui va être moins présent dans les régions de l'Ouest, qui va augmenter dans les régions de culture, qui va augmenter aussi dans les régions de montagne où il y a beaucoup de prairies, et qui va un petit peu augmenter en Méditerranée. L'autre évolution aussi qui a été choisie pour les élevages, tout comme pour les cultures, on passe à l'agriculture biologique, 50% d'agriculture biologique. Là aussi, pour les élevages, l'objectif qui est visé, c'est de passer à 50% d'élevage en biologie, un abandon des élevages industriels, et essayer de passer soit en agriculture biologique, soit en élevage de plein air ou en label. Et enfin, dernier objectif qui est aussi tenu, c'est l'objectif au niveau national, l'objectif d'exportation. Hein. Donc ça, c'est pas... il diminue. C'est-à-dire que si vous regardez sur le graphique, donc à votre droite, à votre gauche, le graphique à votre gauche, vous voyez que vous avez l'évolution des exportations. Celles-ci continuent, elles ne disparaissent pas. Donc même si, on le verra, la force du scénario, c'est même si on tend vers une agriculture avec un impact environnemental moins fort, on arrive quand même à dégager une quantité de production suffisante pour continuer à exporter. Alors, c'est à la fois souhaitable, hein, puisque compte tenu du changement climatique, si on regarde à une échelle européenne ou une échelle internationale, certains pays qui aujourd'hui sont à peu près à l'équilibre alimentaire, compte tenu de deux facteurs, que un, leur population va augmenter et que de deux, leur capacité de production va se dégrader puisque le climat va être plus sec, plus difficile pour produire, hein, même l'irrigation n'arrivera pas à compenser, donc notamment les pays du Maghreb, du Moyen-Orient, il faut maintenir quand même des capacités d'exportation vers ces pays-là, quoi, en fait. Donc l'exportation reste un enjeu qui important, présent dans ce scénario-là, quoi. Alors, à partir de ces hypothèses, donc maintenir de l'exportation, aller vers une production en culture biologique, 50% de la surface en agriculture biologique, diminuer d'une manière très importante l'élevage et la production de lait. Quels sont les traitements, quels sont les traitements de données qui ont été effectués pour voir à la fin comment on pouvait atteindre ces triples objectifs environnemental, social, de production et d'exportation économique. Alors juste un rappel pour la région centre. Donc c'est une région c'est une région de culture. Hein. Si on regarde globalement, on a quand même une surface agricole utile en culture extrêmement importante, notamment consacrée aux céréales, avec des régions aussi donc de grande culture et aussi des régions d'élevage plutôt au sud, des régions particulières, des vignobles tout le long de la Loire, et une présence de la forêt qui est assez forte, donc qui a été traitée dans le scénario, mais donc je vais pas présenter les résultats aujourd'hui. Alors, premier élément qui a été pris en compte, c'est la disponibilité en surface agricole et la disparition des surfaces agricoles qui est due à l'urbanisation. Puisque si vous voulez regarder si on est capable dans 40 ans de produire assez pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale, vous êtes bien obligé de tenir en compte que des hectares vont disparaître. Donc dans le scénario, en fonction des tendances actuelles, en fonction de comparaisons avec les régions, il y a une hypothèse qui a été faite sur la vitesse de disparition de terres agricoles, et ce qui a été gardé, c'est 100 000 hectares qui vont être urbanisés d'ici 2050. Ce qui correspond quand même, l'hypothèse qui est faite, c'est qu'on va continuer à consommer de la terre pour urbaniser, mais à un rythme 2 fois moindre que ce qui fait aujourd'hui. Donc 100 000 hectares de surface agricole vont être retirés à la production. Donc c'est à partir de cette surface restante que l'on va regarder qu'est-ce que l'on est capable de produire. Alors d'abord, je vais commencer sur les choix qui ont été faits
et qui vont être proposés en matière de culture. Si on regarde pour les cultures, les types de rotation type, les rotations types qui existent dans la région, à peu près 85% des rotations types sont résumées ici avec les quatre cercles. Donc vous avez 4 types. Donc c'est de l'agriculture conventionnelle, de céréales, où ce que l'on trouve, en fait, c'est des modèles de rotation simplifiés et très courts. Par exemple, dans le modèle A, vous avez deux cultures, blé tendre et colza. Donc 2 années de blé, puis la 3e année de colza, et ainsi de suite. Donc vous avez une culture qui est à la fois très courte, 3 ans, des sols nus entre les différentes cultures, et peu de diversification, à peine 3 cultures. Donc vous avez d'autres modèles qui existent, orge, blé, maïs, bon, ça tourne entre 3 cultures et 4 cultures. Ça c'est pour l'agriculture conventionnelle, 85% de la surface est dans ces 4 modèles-là. Donc ce que ça induit, ça va induire en fait peu de culture, peu de diversification. Donc vous avez en fait vous augmentez la pression phytosanitaire du fait qu'il n'y a pas de diversité de culture. Vous concentrez les maladies, vous concentrez les champignons, et du coup vous avez besoin d'avoir un recours aux produits phytosanitaires plus important. Pour les mauvaises herbes, c'est la même chose. Comme il y a toujours les mêmes plantes qui reviennent périodiquement, à très courte période, vous avez les adventices qui vont se développer plus facilement. Elles vont être moins diversifiées, plus concentrées, les mêmes espèces, et du coup, elles vont se développer plus facilement. D'où un recours aux pesticides, là aussi, plus intense. D'autres types de rotation qui existent en agriculture biologique, et ça c'est des choses qui existent aujourd'hui, c'est ce qui est pratiqué aujourd'hui. En agriculture biologique, vous avez des modèles avec luzerne ou sans luzerne. Là, on a des rotations qui sont plus complexes, sur 7 ans, 8 ans, 9 ans, avec donc une diversité des plantes utilisées qui est plus importante. Pas de recours, par définition, pas de recours aux produits phytosanitaires. Par contre, un peu la faiblesse de ce modèle, c'est que d'une part, il est dépendant d'engrais, alors il ne peut pas y avoir d'engrais chimiques, mais du coup d'engrais organiques. Et il y a aussi les sols qui sont laissés nus, d'où des problèmes d'érosion. Alors aujourd'hui, avec 2% de surface en agriculture biologique, c'est assez facile de trouver l'engrais organique nécessaire pour ces 2% de surface en agriculture biologique. Si vous voulez passer à 50% d'agriculture biologique, là, l'engrais organique, c'est plus compliqué à en trouver suffisamment. Donc la solution qui va être trouvée, c'est d'introduire des légumineuses. Alors, si on regarde donc ces différentes rotations, donc à la fois en agriculture conventionnelle, en agriculture biologique, comment ça se répartit sur la région? Vous avez 73% de la surface qui est occupée par 2 types de cultures, soit une rotation colza de céréales, soit une rotation blé, orge, maïs. Donc des choses très simples. Et si vous regardez agriculture biologique, entre les 2 modèles, agriculture biologique avec de la luzerne ou sans luzerne, vous avez à peine 2% de la surface. Pays, c'est production intégrée, là aussi vous avez à peine 2% de la surface. Alors, ce qui est proposé, c'est de passer de ça, du fait du changement climatique. Le changement climatique va obliger en fait à utiliser d'autres variétés, puisque la quantité de sécheresse va être, la fréquence des sécheresses va être plus importante, des problèmes d'échaudage plus importants. Donc ça va obliger en fait à repenser les itinéraires techniques, repenser les successions culturales. Et ce qui est proposé, c'est d'aller vers des modèles plus complexes, à la fois pour l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique ou intégrée. Donc, dans l'agriculture, dans le scénario After 2050, vous avez aussi l'agriculture conventionnelle qui reste, elle va occuper 10% de la surface. Et là, il y a ce qui est modifié, c'est une complexification quand même des assolements. Donc, au lieu d'avoir une rotation sur 2-3 cultures, on va avoir une rotation sur 6 cultures. Il y a une introduction de légumineuses.
Et il y a aussi des couverts végétaux, des cultures intermédiaires qui sont insérées pour pouvoir éviter qu'il y ait des problèmes d'érosion. Et ça permet aussi de résoudre des problèmes de surplus d'azote qui va être piégé par ces cultures intermédiaires et qui va éviter qu'il soit lessivé. Donc pour le type de culture conventionnelle, les modifications introduites sont une introduction de luzerne, des couverts végétaux et aussi aller vers le semi-direct ou un travail du sol simplifié. Pour les cultures biologiques, il s'agit là aussi d'introduire de la luzerne d'un point de vue plus important que ce qui est fait aujourd'hui. Introduire aussi des couverts végétaux et éventuellement des cultures associées pour aller davantage vers une production humaine, puisque aujourd'hui, telles qu'elles sont faites, en agriculture biologique, une partie importante de la production biologique va vers l'alimentation au bétail. Donc il s'agit de rediriger, toujours en restant en agriculture biologique, mais rediriger les cultures vers l'alimentation humaine. Et pour l'alimentation intégrée, donc le modèle AC, là aussi, intégrer, systématiser les couvertures végétales, les cultures intermédiaires. Merci, c'est gentil. Systématiser les couvertures intermédiaires qui permet de piéger l'azote, de protéger le sol, et introduire le semi-direct. Et là, on modifie, alors, d'abord, on modifie donc ces assolements, ces répartitions de cultures dans chaque exploitation. Et ensuite, on modifie les proportions de chaque type. C'est-à-dire que là, si vous vous souvenez, ici, on avait 73% de colza, de modèle colza de céréales et blé orge. On va passer à, ici, le domaine dominant, ça va être agriculture biologique avec de l'azote ou sans luzerne, en fait. Donc, on passe à 45%. La partie production intégrée va passer, elle aussi, à 40%. Ce qui fait qu'en agriculture biologique, ici dans ce tableau, on n'a plus que, en agriculture conventionnelle, on n'a plus que 15% de la surface qui est occupée par l'agriculture conventionnelle. Donc, il s'agit à la fois de modifier les itinéraires techniques, les successions de cultures et les proportions entre les différents types de production. Donc on a quand même une baisse, avec l'agriculture biologique, on a quand même des rendements qui sont inférieurs, on a une baisse de la production de céréales. On va avoir par contre une augmentation très forte de la luzerne, quantité de luzerne produite, une augmentation très forte aussi de la quantité de protéagineux produits. Donc on a une modification des volumes des productions pour les cultures. Pour l'élevage, là aussi, il y a une ferme type qui a été réfléchie dans le cadre du scénario. La ferme qui a été prise, c'est une ferme de à peu près 130 hectares, qui a 40 hectares, 43 hectares qui est dédié aux cultures, donc ce qui permet de vendre du colza, du blé, de l'orge pour l'alimentation du bétail et aussi à la vente. 40 hectares en culture en prairie permanente et 40 hectares en prairie fourragère. Donc vous voyez, ce système est dépendant de l'azote chimique et dépendant aussi de concentrés alimentaires qu'il faut apporter aux animaux, d'énergie, de pesticides, pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir produire de la viande, du colza, du blé et de l'orge. Donc, il s'agit de passer de ça. Là, on a, avec cette exploitation de 130 hectares, on a 80 animaux sur l'exploitation. Il s'agit de passer de ça à une autre exploitation en agriculture biologique où le troupeau va être réduit de moitié. On n'aura plus que 40 vaches allaitantes. Les prairies sont maintenues. Donc toujours l'objectif dont je vous ai parlé au début, maintenir les prairies. Par contre, les animaux sont nourris à l'herbe. Donc on passe à un élevage extensif. Ce qui fait que le recours au concentré est beaucoup moins nécessaire et la ferme est autosuffisante en alimentation pour son bétail.
il va même y avoir, du fait de la réduction du bétail, 130 hectares, la ferme reste à 130 hectares, le cheptel est divisé par 2, du coup ça libère aussi de la surface pour pouvoir faire des cultures céréalières qui vont être valorisées à la vente. Donc dans ce schéma-là, on a une réduction du troupeau par 2, les prairies qui sont maintenues, une partie des surfaces fourragères qui va servir en fait à produire du foin. Vous avez sur le schéma, si vous regardez pour le mois de juillet et d'août, vous voyez qu'il n'y a pas de production. C'est parce qu'on tient compte en fait du changement climatique, et avec des étés plus chauds, la production d'herbe en été va pratiquement se stopper. Donc la production d'herbe sera plus importante au printemps, elle reprendra en automne, mais par contre pendant l'été, la production d'herbe sera très 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 réduite. Du coup, il faudra avoir des réserves en foin, notamment pour les animaux. Dans ce schéma-là, donc on a une production biologique, un bétail moins important qui est mis à l'herbe, et on a aussi une production à la fois une partie de la surface fourragère va être utilisée pour produire de la luzerne pour un méthaniseur. Donc il y a une diversification de la production qui fait où les éleveurs, une partie de leur production va servir en fait à alimenter un méthaniseur, ce qui permet de récupérer d'une part de l'azote avec les digestats et aussi de produire de l'énergie. Donc c'est une diversification du revenu. Alors le modèle de méthaniseur qui est proposé, c'est pas un méthaniseur pour chaque exploitation. Ici, dans cette ferme type qui a été retenue, les fermes s'associent pour avoir un méthaniseur, à peu près une vingtaine de fermes s'associent pour avoir un méthaniseur suffisamment important pour qu'ils puissent atteindre une rentabilité suffisante. Donc voilà, là c'était d'un point de vue agronomique, vers quoi il faut évoluer, vers plus d'agriculture biologique, plus de luzerne, donc un élevage extensif. Et avec ces modèles-là, est-ce qu'on réussit à atteindre nos objectifs donc, pour la production alimentaire humaine, pour la production pour le bétail et d'exportation et environnementaux? Est-ce que ça permet de joindre ces trois bouts? Alors, au niveau de l'assiette 2050, alors, là, les résultats que j'ai détaillés, je les ai détaillés pour les productions céréalières et pour l'élevage bovin allaitant. Donc ça a été détaillé dans le scénario After 2050, mais la réflexion est aussi conduite pour à peu près 70 productions. Donc elles ne sont pas détaillées de cette manière-là, mais elles sont toutes intégrées dans le modèle. C'est-à-dire qu'on regarde aussi combien de poulets on vend, combien de poulets on réussit à produire, combien d'œufs, combien de protéagineux, de légumes, de fruits, etc. Toutes ces productions-là sont intégrées dans le scénario After 2050. Elles ne sont pas autant détaillées, mais elles vont toutes aller vers une production en agriculture biologique. Alors, si on regarde par rapport à ce que je vous avais présenté au début, d'un point de vue assiette, on arrive à peu près à répondre aux besoins d'une assiette, donc moins énergivore, avec par rapport aux besoins de lait qui avaient été affichés, les besoins de viande qui ont été affichés, les besoins en baisse, les besoins de céréales et les besoins de fruits et légumes. Donc les modèles qui ont été présentés permettent d'atteindre ces objectifs. Au niveau de l'occupation du territoire, donc là on a une distribution dans les différentes productions et on tient bien compte d'une perte d'à peu près de 100 000 hectares de surface disponible pour la production agricole. Alors au niveau si on regarde si on passe des différents itinéraires techniques, des différentes rotations que je vous ai présentées dans les commandes verts, donc il y en avait 4 types, en agriculture biologique, agriculture intégrée et agriculture conventionnelle, avec plusieurs types. Si on passe de ça, donc d'un niveau ferme, on les ajoute et on passe à un niveau régional. Qu'est-ce que ça donne en fait? Ça donne que la région elle va produire nécessairement moins de blé, à la fois parce que les besoins sont moins importants,
parce qu'on va consacrer plus de surface aux légumes et parce que les rendements en agriculture biologique sont moins importants. Donc, les surfaces en blé vont diminuer et les quantités de blé produits et de colza vont diminuer. Par contre, les quantités en protéagineux et en luzerne vont augmenter d'une manière très importante. La production de blé, les quantités de blé sont réduites d'à peu près de 40%. Globalement, la productivité en culture de la région va reculer de 5%. Alors, néanmoins, ce n'est pas, j'allais dire, catastrophique, puisque la demande intérieure en céréales va être divisée par 2. Pourquoi ? Parce que du fait de la nouvelle assiette alimentaire, le besoin en viande va être réduit. Donc, si vous réduisez votre besoin en viande, vous réduisez le nombre d'élevages et du coup, vous réduisez le besoin d'alimentation en bétail. Donc, même si, dans ce scénario-là, même si vous diminuez les quantités de céréales produites, vous ne vous trouvez pas en situation de pénurie parce que vous avez aussi diminué les besoins d'alimentation en bétail et humain. Et donc, par exemple, on passe à peu près dans la région de 200 000 têtes de bovins à peu près 90 000 têtes de bovins. Et avec ce passage-là, en réduisant par un peu plus de 2 la quantité de bovins dans la région, on arrive à peu près un équilibre en matière de viande. Pour le lait, on verra que la région va devenir en fait pareil à peu près un équilibre, légèrement positif, alors qu'elle est déficitaire aujourd'hui. Mais là aussi, du fait de la diminution du besoin d'alimentation en lait, en fait, on arrive à produire suffisamment de lait si on tient compte de la nouvelle assiette alimentaire. Le solde en viande donc s'améliore, le solde en protéagineux, lui, augmente, et le solde en céréales baisse, mais on verra qu'il va rester positif. Donc ici, vous avez sur ce graphique, pour illustrer un peu mieux ce que ça donne à un niveau régional, quand on agrège les surfaces et les rendements en tenant compte de la nouvelle distribution des cultures et en tenant compte des modes de production en agriculture biologique et production intégrée. On voit qu'en jaune, la production va diminuer, donc on a bien une baisse de production de céréales. Et malgré tout, en fait, on va continuer à exporter. C'est-à-dire que dans la région, si on regarde avec ces nouveaux objectifs de production donc biologique, production intégrée des nouvelles successions, avec plus de légumineuses. Donc, si on regarde en fait la surface qui reste disponible pour les céréales, les rendements que l'on va obtenir, et si on met en face les besoins du troupeau régional et les besoins de la population régionale, la région reste excédentaire en production de céréales. Donc, elle va pouvoir la vendre soit à d'autres régions françaises, soit vers d'autres pays. Là aussi, si on fait les bilans, et donc ces bilans-là sont faits pour à peu près une cinquantaine de productions dans le scénario after. Mais si on regarde pour le lait, on était dans une situation, en 2010, dans une situation où en fait les besoins étaient couverts en jaune par de la production et par de l'importation. On est obligé la région ne produit pas suffisamment de lait pour les habitants de sa région. Donc, on avait le lait qui est essentiellement consommé par l'alimentation humaine, avec la nouvelle assiette et avec les nouveaux types de production. Si on regarde qu'est-ce que ça donne, en fait, on réussit à atteindre l'équilibre. Donc, c'est plus nécessaire d'importer. La partie en bleu disparaît. Et la partie jaune, donc la production, réussit à satisfaire à peu près pratiquement tous les besoins en consommation humaine. Donc, d'un point de vue alimentation, en fait, avec ces changements, on réussit en fait à satisfaire. Si on regarde ici sur cet exemple, on n'a plus recours à l'importation. Donc, on réussit à produire en quantité suffisante pour la population régionale dans le lait, et c'est vrai aussi pour les autres productions. Si on regarde les facteurs environnementaux, donc, avec 50% de l'agriculture biologique en céréales,
c'était 40% à peu près, 45% d'agriculture biologique en céréales, 40% d'agriculture intégrée et 15% d'agriculture conventionnelle, avec des élevages extensifs et pour la moitié d'entre eux en élevage biologique. Qu'est-ce qu'on obtient d'un point de vue environnemental? Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, du fait qu'on utilise beaucoup moins en fait, d'engrais. Donc les engrais, c'est deux sources de gaz à effet de serre. D'une part parce qu'il faut les produire, donc il vous faut de l'énergie, du pétrole pour produire l'engrais, mais aussi quand vous avez trop d'engrais dans votre sol, une partie de cet engrais va se vaporiser et va rejoindre l'atmosphère. Donc là, le fait de passer à l'agriculture biologique d'une manière très importante va réduire cette quantité de dioxyde d'azote, une quantité très importante je crois que c'est du NO2, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, enfin du NO2, donc comment N2O, oui plutôt, pardon, N2O. Et du coup, vous avez une quantité de gaz à effet de serre beaucoup moins importante. Ça, c'est le premier effet. Et puis aussi, vous utilisez avec du semi-direct, vous utilisez beaucoup moins de fuel pour travailler le sol. Et là aussi, vous avez une réduction de gaz carbonique émis importante. Donc, avec ces modèles-là, on a réussi au niveau de la région, à réduire la quantité de gaz à effet de serre de 2,7. Donc, on est légèrement au-dessus de l'objectif de 2. Pour les produits phytosanitaires, là aussi, de passer à 50% d'agriculture biologique, augmenter les rotations, même pour l'agriculture conventionnelle. Si vous augmentez les rotations, vous complexifiez votre assolement, vous allez aussi réduire le recours à des produits phytosanitaires. Là, la quantité de produits phytosanitaires est divisée par 4. Les modèles qui ont été présentés ont une meilleure résistance au changement climatique. Ils sont quand même moins dépendants de l'irrigation, avec des variétés. Bien sûr, il faut prendre des variétés qui sont plus précoces, mais leur adaptation au changement climatique est meilleure. La production de blé a un petit peu diminué, et elle a été divisée par 1,25, et la consommation d'énergie par ces modes de production plus extensifs et biologiques est aussi inférieure. Donc au final, on arrive en fait à atteindre le scénario montre que c'est possible. C'est possible avec les choix qui sont faits, avec les modèles qui sont présentés de culture ou d'élevage. C'est possible à la fois de répondre à des objectifs environnementaux, donc d'être en dessous du facteur 2 pour l'agriculture, beaucoup moins de pesticides. C'est possible de faire ça en continuant à satisfaire une demande intérieure, une demande régionale en produits alimentaires. Vous n'affamez pas votre population, au contraire, il y a encore suffisamment de production pour l'exportation, pour certaines productions. Donc les objectifs de production sont maintenus, sont atteints. Donc là, c'est la force de ce scénario, c'est de montrer que c'est possible d'aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, qui continue de produire suffisamment pour les besoins humains et aussi pour les besoins des voisins, qu'ils soient régionaux ou qu'ils soient internationaux dans d'autres pays. Donc ça montre que c'est possible, et ça donne aussi un cap pour voir vers quoi il faut tendre, vers quel choix il faut faire aujourd'hui pour aller vers de l'élevage extensif ou pour aller vers de la production biologique dominante, quoi, en fait. Donc ça, c'est le principal apport en fait, de cette méthode. Voilà, je vous remercie, puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Moi, je vais rester ici alors. C'est bon. Si. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Moi, je voulais juste savoir, juste deux petites questions.
J'ai cru comprendre, il n'y avait que 4 régions qui avaient participé à ce scénario, mais du coup, quelle a été la raison pour que les autres ne s'y inscrivent pas? Donc peut-être que j'ai mal compris, mais il me semble que c'est ça. Oui. Et puis, du coup, je pose la deuxième. C'est plutôt concernant la nouvelle assiette, en fait, que vous avez imaginé dans le scénario. Comment vous avez imaginé le travail autour de l'éducation à cette nouvelle assiette? Enfin, je pense que voilà, repenser l'alimentation, enfin, c'est quelque chose. Enfin, au niveau de l'éducation, il y a quelque chose à faire. Donc, si vous avez eu des idées à ce niveau-là. Voilà. Alors, par rapport à la première question, je sais pas. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas. Le scénario a été présenté. Il y a eu une première étape. Donc, After, Solagro a travaillé pour un scénario national. Où aussi, le principal résultat, c'était de montrer là aussi un visage d'une agriculture facteur 2 en France. Donc avec le même principe de modélisation. Donc par contre, ils n'avaient pas fait les fermes expérimentales. Mais ils ont fait cette première étape et ils ont diffusé leurs résultats en France. Ils ont fait des conférences, suivant les manifestations ou les colloques scientifiques à différents moments. Et ça a intéressé en fait certains acteurs régionaux ou dans différentes régions. En fait, il y a eu un écho qui a été variable suivant les régions. Alors, et il s'est trouvé qu'il y a eu 4 régions qui ont été intéressées pour aller plus en avant sur pouvoir, dans leur cas donc régional, à quoi pouvait ressembler l'agriculture régionale et comment on pouvait extrapoler les résultats nationaux à un niveau régional. Donc il s'est trouvé qu'il y a eu ces 4 régions-là. Les autres régions, elles avaient soit d'autres objectifs. Je pense que ça ne veut pas dire qu'elles se désintéressaient de la question, mais elles avaient d'autres méthodes ou elles étaient sur d'autres programmes de réflexion ou de recherche. En fait. Donc c'était plutôt, ça s'est fait de manière empirique. Voilà. Après avoir fait une tournée un peu en France, Solagro de son modèle, il s'est trouvé qu'il y a eu 4 régions. Solagro cherchait aussi à poursuivre sa réflexion et il s'est trouvé qu'il y a eu les contacts qui ont été pris, qu'il y a eu 4 régions qui étaient prêtes à financer une poursuite de la réflexion. Ce qui était quand même... donc voilà, c'est plus une opportunité, une volonté locale qui a fait que ces 4 régions sont parties. Ce que je peux rajouter, c'est que dans la réflexion de Solagro, même si les autres régions ne sont pas intégrées, ils sont capables, ils ont ensuite été capables de repasser des régions, de la somme des 4 régions, à un niveau national. Donc ça leur a permis aussi d'affiner leur propre méthode pour poursuivre leur réflexion. Sur la partie éducation à l'alimentation, cette assiette telle qu'elle est proposée, ça a été fait en concertation avec des diététiciens. Mais c'est une assiette, j'allais dire, un peu d'expert, en fait, qui a été proposée. C'est ce qui a été retenu dans le scénario. Alors, on a bien conscience, et puis Solagro aussi, que pour passer de comment on mange aujourd'hui à 2 fois moins de lait, 2 fois moins de viande, ça nécessite un accompagnement, une éducation vers des nouvelles habitudes alimentaires. Ce n'était pas le travail de cette réflexion-là, de voir comment on faisait ce changement en matière d'assiette. Ce qui a été quand même fait comme remarque sur cette assiette, c'est que finalement, ce qui est proposé, l'assiette telle qu'elle est proposée, elle ressemble de manière assez forte à un régime méditerranéen. C'est-à-dire manger moins de matière grasse animale, plus d'huile, plus de fruits, des fruits à coque. Tout ça ressemble beaucoup à un régime alimentaire plutôt méditerranéen. Donc il y a quand même des régimes qui existent aujourd'hui qui sont pas trop éloignés de ce qui a été retenu, en fait. Mais il y a une éducation qui est faite, simplement ça faisait pas partie de la réflexion, en fait. Bonjour. L'équilibre, au final, vous arrivez avec 10% de conventionnel en agriculture. Est-ce que vous avez regardé en termes d'équilibre
si c'était possible de tomber à zéro, et les impacts que ça pourrait avoir sur l'assiette, par exemple. Alors, sur l'assiette, je pense qu'on ne l'a pas regardé comme ça. Il y a eu d'autres scénarios qui ont été étudiés, sont passés à beaucoup plus d'agriculture biologique. Alors, je ne me rappelle plus si c'est 100%. Et en fait, là, donc les objectifs environnementaux sont encore plus forts. Par contre, sur les objectifs de production, ils vont baisser. C'est-à-dire que si plus vous allez pousser les modes de production donc biologiques vers le maximum, moins vous allez être en surplus sur la production. Et donc là, pour le coup, je crois qu'on était quand même autosuffisant. Je ne me rappelle plus très bien. Les objectifs environnementaux étaient... Alors, pour répondre un peu plus précisément, les objectifs, ça a été étudié, si on passe à 100% d'agriculture biologique, les objectifs environnementaux donc, deviennent très bons. Par contre, je ne me rappelle plus si en matière de production, on réussissait à rester au-dessus des objectifs, au-dessus des besoins. L'intérêt de garder quand même une partie d'agriculture conventionnelle, c'est de rendre en fait aussi ce modèle-là acceptable par les tenants aussi de l'agriculture conventionnelle, hein, que ça soit en fait que celle-ci ne disparaisse pas. Et c'est aussi de garder quand même des savoir-faire qui sont ceux qui sont, mais qui sont aussi qui peuvent être intéressants en matière de production intensive, avec donc de volumes importants pour assurer aussi des besoins alimentaires et des besoins extérieurs. En fait. Donc c'est la raison aussi pour laquelle dans le scénario dans la solution qui est proposée au final, l'agriculture conventionnelle ne disparaît pas. En fait. Et juste, je peux rajouter une idée, de passer aujourd'hui de 2% de surface agricole biologique dans 40 ans à 50% de surface agriculture biologique, c'est quand même un changement énorme. Donc déjà, si on a réussi à faire ça, ça sera pas mal quand même. Oui. Alors, j'ai 3 questions. La première concerne le changement d'assolement et d'espèces cultivées qui va arriver. Est-ce que vous avez pu prendre en compte le changement au travers de la mécanisation? Ça, c'est ma première question. Pour être plus précis, là? Le changement dans la mécanisation, puisqu'il va y avoir changement d'assolement, etc., de méthode, il va y avoir un changement, une partie de changement dans ce domaine. Bon. Ma deuxième question concerne, est-ce que vous avez pu évaluer les besoins en termes de formation et d'expérimentation qu'il va falloir mettre en place au cours de cette transition? Et la troisième concerne le bilan en matière de main-d'œuvre. Est-ce que vous avez pu évaluer un bilan en matière de main-d'œuvre, de temps de travail, sur l'ensemble du changement? Alors, par rapport aux assolements, ces modifications des manières de travailler, par contre, ce sont des manières de travailler que l'on sait faire aujourd'hui. Les nouveaux assolements tels qu'ils sont proposés en agriculture biologique ou même en agriculture conventionnelle, avec de la luzerne, oui, c'est des nouveaux équipements. Le travail, les cultures intermédiaires, c'est quand même des choses qui sont compliquées en fait, et délicates à mettre en œuvre, donc ça nécessite une technicité importante. Donc ça, c'est des changements qui doivent être acquis par les agriculteurs. Il y a bien une évolution des savoir-faire et des pratiques des agriculteurs qui est nécessaire, donc qui va passer par la formation. Donc ça, on en est conscient. On en est conscient de ça, en fait, que c'est une agriculture plus complexe. Et voilà, c'est aussi ça permet de répondre aux objectifs que l'on s'est fixés, quoi, en fait. Et la dernière question, je ne me rappelle plus. Ah oui, l'emploi. Sur l'emploi, c'est une partie faible du scénario, c'est-à-dire faible dans le sens où ça n'a pas été pris en compte.
Il y a une réflexion qui débute sur les nouveaux modèles, les modèles de ferme qui sont présentés en agriculture biologique ou agriculture conventionnelle avec de la luzerne, un méthaniseur, des fermes d'élevage extensif. Donc d'essayer de quantifier l'emploi. Est-ce qu'on gagne en emploi avec ces modèles-là et combien on gagne? Ça, c'est ce qui est fait actuellement, quoi, en fait. Donc là, on n'a pas... j'ai pas de chiffres et de résultats à vous montrer, quoi, en fait. Ça fait partie de la réflexion qui va s'enclencher, quoi. Juste, ça va pas répondre. Je vais juste compléter ma question, ma réponse. Et ça va pas répondre d'une manière très précise, mais pour l'élevage, le parti pris qui a été pris, c'est de réduire le cheptel, mais en maintenant un nombre d'éleveurs aussi important. Donc ça ne répond pas exactement à la question de l'élevage, de l'emploi, quoi, mais il s'agit quand même de maintenir en fait un nombre d'éleveurs important, quoi, en fait, et de favoriser le nombre d'exploitations par rapport à la taille des exploitations. Oui. Est-ce que tu veux bien nous dire ou nous rappeler ce que c'est que l'agriculture intégrée et pourquoi ça a un effet sur les gaz à effet de serre? L'agriculture intégrée, c'est présenté ici, c'est de l'agriculture qui va protéger les sols, donc avec une utilisation moins importante du labour, donc plutôt du semi-direct ou des techniques de travail du sol simplifiées. Et en plus, il y a une utilisation des couverts végétaux intermédiaires plus importante. Oui, plus fréquente. Donc ça permet d'éviter l'érosion, ça permet d'éviter les sols sont la structure du sol est mieux gardée, mieux conservée, la biologie du sol est mieux conservée. Sur les sols, moins vous intervenez, donc ça vous permet de garder des propriétés des sols plus importantes, intéressantes. Oui, dans les scénarios, il y a une augmentation importante de la luzerne. Alors c'est une plante magnifique au niveau agronomique, mais on augmente la production de luzerne, on diminue l'élevage. Luzerne, vous en faites quoi? Vous la faites manger ou vous la mettez dans le méthaniseur? On la met dans le méthaniseur. Ah d'accord. Oui. Une partie, dans une proportion importante? Je crois que c'est 15%. Là, je suis plus... je me rappelle plus très bien la proportion. Mais on la met dans une partie de la luzerne est destinée au méthaniseur. Alors, du coup, la luzerne, c'est important. C'est important. Alors, pourquoi on fait de la luzerne pour le méthaniseur? Enfin, c'est pas qu'on fait de la luzerne pour le méthaniseur, quoi, en fait. Mais il faut trouver un débouché à la luzerne. Comment? En fait, ma question, c'est ça, c'est quel marché pour la luzerne? C'est ça, oui. Alors, juste, la luzerne, on l'introduit parce que ça enrichit les sols en azote, ça nettoie les sols, donc ça permet de résoudre des problèmes de concurrence avec les plantes, avec les adventices, avec les mauvaises herbes. Mais du coup, il faut lui trouver un débouché. Alors, soit elle est en alimentation animale, comme on va réduire le cheptel, elle va aller, une partie d'entre elles va aller au méthaniseur, quoi, en fait. Mais là, je ne me rappelle plus les proportions, quoi. Oui, en fait, les fermes restent spécialisées, c'est-à-dire que le concept de polyculture élevage est pas, on reste sur des fermes spécialisées, et donc en agriculture biologique, ce qui est mis en avant, c'est plutôt les systèmes de polyculture élevage qui permettent la réussite de l'agriculture biologique, alors que dans ce scénario-là, c'est pas privilégié. Non, ça n'a pas été. C'est quand même. Non, il y a une simplification, quoi. Il y a des fermes types. Il y a. Ouais. C'est aussi. On est parti aussi de la physionomie régionale, c'est-à-dire qu'on aurait été dans une autre région. Peut-être, on aurait passé moins de temps à faire 4 fermes types en culture. Donc on est quand même dans une région de culture importante. Donc ce qui explique l'importance donnée à ce type de ferme de culture, d'une part. Sur l'élevage, il y a une ferme un type de ferme qui a été retenu, mais c'est aussi parce qu'à un moment, il faut faire des sélections et essayer de maintenir des modèles qui ne rendent pas compte de la diversité, de toute la diversité des potentiels, mais qui permettent d'avoir quand même une vision assez correcte de la réalité, quoi, en fait. Donc, il peut y avoir d'autres modèles, simplement qu'à un moment, il a fallu faire des choix de simplification, quoi, en fait. D'accord. Et concernant les races mixtes, là, ça condamne toutes les races spécialisées,
Ce qui faisait la biodiversité de nos races, on la met... Alors, sur les races mixtes, l'objectif là aussi, c'est pas de passer à que des races mixtes. Par contre, aujourd'hui, si vous avez, dans le lait, vous avez la Primolstein, je crois que c'est 50% du cheptel, c'est une seule race de vache. En viande, vous avez là aussi des races spécialisées, vous avez 4 races de viande qui dominent le cheptel. Donc, il ne s'agit pas de renoncer à ça, mais d'aller vers un meilleur équilibre, vers des races mixtes. On peut quand même garder aussi d'autres types de races, quoi. Mais là aussi, à la fois par un souci de simplification, il y a un accent qui est mis sur un type de race. Et quand même, la réflexion sur les races mixtes, c'est aussi de dire que du coup, l'impact environnemental, il est inférieur. C'est-à-dire qu'on a une vache qui va produire du lait et qu'on pourra assez bien valoriser après en viande. Donc il y a quand même un avantage économique qui n'est pas négligeable, quoi. Mais à côté de ça, il s'agit de basculer, de basculer de systèmes spécialisés vers des systèmes plus polyvalents, quoi, en fait. Mais le scénario ne prône pas une disparition des vaches spécialisées, quoi, en fait. Par contre, qu'elles soient plus dominantes. Bonjour, je réagis concernant... donc je fais partie de l'ADR 41 et on a un groupe de travail sur les systèmes herbagés et sur l'agroforesterie. Et donc nous, rien qu'au niveau du système herbager, on arrive à tenir sans apport de fourrage jusqu'à fin août. Donc dans une année sèche. Je dis, très sèche, cette année. Donc, je voudrais savoir si vous avez pris en compte l'agroforesterie et le système et l'amélioration des systèmes herbagés dans votre étude. Voilà. Oui. Alors l'agroforesterie est prise en compte. Donc, il y a une partie, pas dans la ferme type que j'ai présentée, mais dans le scénario dans sa globalité. Il y a une partie d'agroforesterie qui est développée et du coup, il va y avoir une quantité de bois qui va être tiré de l'agroforesterie, quoi, en fait, entre autres. Par contre, dans la ferme type, ça n'a pas été intégré, quoi, en fait. Mais ça fait partie de la réflexion et ça fait partie des préconisations de type de culture, enfin de type de production tels qu'ils doivent être développés. Après là, moi ça me rassure de voir qu'il y a des systèmes herbagés qui sont capables de continuer d'être productifs même durant le mois d'août, c'est ce que vous m'avez dit. Je pense que ce qui a été pris, c'est des types moyens. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va partir peut-être avec une idée un peu pessimiste. Une augmentation du temps sec durant l'été, en fait un arrêt en région centre pour toute la région, un arrêt de la pousse de l'herbe durant l'été, quoi, en fait. C'est le choix qui a été retenu, quoi, en fait. Oui, donc votre étude prospective s'adresse à un public peut-être plus de décideurs, d'avertis, je ne sais pas. Moi je me souviens en 1954, on voyait Pierre Mendès France qui était en train de boire un verre de lait pour la promotion du lait liquide qui n'existait pas trop en France. Alors, je m'interroge sur la suite de votre étude. Est-ce que vous comptez trouver des relais nationaux qui pourraient justement travailler sur la modification de l'assiette, pour reprendre la première question sur les modifications, moins de lait, moins de viande, etc. Alors, oui, il y a une suite, After 3, si on peut dire. Il y a quand même... il y a la prise de conscience, même de la part de Solagro, et puis même les personnes qui ont participé au scénario régional, c'est, bon, d'accord, on a ces résultats-là, hein, ça montre que c'est possible, avec différents choix qui peuvent être discutés. Bon, maintenant, comment on y va ? Donc la prochaine étape, c'est de regarder comment on passe à l'action et comment on essaye de tendre vers ce scénario. Qu'est-ce que c'est qui est difficile ? Quels sont les imprévus ? Qu'est-ce que c'est qui est au contraire plus facile ?
Donc il s'agit d'essayer de mettre en œuvre, de passer à l'action, de mettre en œuvre. Alors c'est pas tellement au niveau national que la stratégie a été prise, c'est plutôt d'essayer de trouver des agglomérations, des territoires entre 60 000 et 150 000 habitants, 60 000, 200 000 habitants. Trouver des territoires avec lesquels il va y avoir, donc du coup une convention, en fait une étude, un travail qui va être fait. Enfin, c'est pas le mot étude n'est pas très bon, mais trouver des territoires avec lesquels il va y avoir un travail qui va être fait sur la mise en œuvre, le déploiement en fait de ce scénario à un niveau local. Donc ça va être au niveau de la production, ça va être aussi au niveau de l'alimentation. Donc ça, c'est ce qui est la prochaine étape. Et qui passe simplement une idée. Là, Solagro travaille, enfin, ils ont trouvé des territoires pilotes, je pourrais dire, pour essayer d'expérimenter et de voir comment on passe maintenant à la mise en œuvre de ce qui est préconisé ici. Donc, mais par contre, ça ne se passera pas au niveau régional. L'idée, c'est de travailler avec des acteurs locaux qui sont dans l'action, qui ont une taille suffisante. C'est pour ça qu'il y a un choix de passer avec des collectivités au moins de 60 000 habitants, sans qu'ils soient trop importants. Entre 60 000 et 200 000 habitants, ça permet d'avoir des territoires qui ont une force, une interrogation, une capacité de réflexion suffisante, et en même temps qui vont pas être, qui ont un lien au territoire rural assez proche encore, pour que ça ait des sens pour eux d'avoir une réflexion forte à ce niveau-là, quoi. Donc c'est l'étape actuelle, c'est l'étape qui va venir là maintenant. José, tu me permets d'ajouter 2-3 petites choses. Oui. Donc moi j'étais à la région centre, et donc premièrement je voudrais expliquer la question des 4 régions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un double avantage dans l'histoire de la régionalisation. Il y avait un avantage pour les régions, pour arriver à comprendre ce qui se passait, mais il y avait aussi un avantage pour Solagro, qui voulait vérifier que les données très larges qu'ils avaient allaient fonctionner aussi sur des régions plus typées. Au départ, dans le projet qui avait été annoncé à l'ADEME, ils avaient prévu 4 à 5 régions. Et donc, s'il n'y a pas eu plus, c'est parce que dans l'étude qui était proposée, c'était 4 ou 5 régions. Alors après, il y a des régions qui sont plus ou moins pointées comme volontaires. On a failli être à 5 parce qu'il y avait la région Limousin qui les intéressait particulièrement à cause de sa dominante totale élevage et qu'ils n'avaient pas réellement. Mais autrement, si vous regardez Picardie, ils avaient à peu près l'ensemble des régions. Ça explique aussi pourquoi, dans certaines régions, ils n'ont pas forcément envisagé des changements de caractéristiques de la région, et ils ont plutôt étudié dans chacune un type qui correspondait à peu près à la situation actuelle et pas forcément une situation à venir. Ça explique les fermes céréalières, etc. et tout. Ça, c'était la première chose que je voulais repréciser. Donc, il y a eu effectivement des régions qui se sont portées volontaires, mais en gros, une fois qu'ils ont eu le compte, ils n'ont pas continué à chercher. Et tu as raison de dire que pourquoi est-ce que les régions se sont portées volontaires? Parce qu'elles avaient une certaine proximité, qu'il y avait dans ces régions des gens qui avaient une certaine proximité avec Solagro. Après, la deuxième chose sur laquelle je veux venir, c'est qu'il ne faut probablement pas oublier que le scénario AFTER, il a été constitué dans le scénario négawatt. C'est un élément extrêmement important à dire. Ça explique un certain nombre de choses. Quand le scénario négawatt a été fait, il a été fait par un certain nombre le scénario négawatt, tout le monde sait de quoi il retourne, c'est un scénario énergétique à l'échéance 2050. C'est le scénario qui explique comment on arrive à un facteur 4 à l'échelle, et c'est pratiquement le seul scénario crédible avec celui de l'ADEME qui vient de sortir, et donc vous avez compris qu'il avait été un peu mis de côté pendant un certain temps et qu'il a fallu un peu le sortir au forceps pour l'avoir. Et donc, ce scénario-là, les gens de Négawatt, ils avaient besoin d'avoir des spécialistes de l'agriculture, ce qu'ils n'étaient pas, et donc ils se sont adressés à Solagro pour faire la partie agricole. Ça peut expliquer en partie qu'on demandait dans le scénario, alors ça explique aussi qu'il y a eu ce compromis à dire vous n'arriverez pas au facteur 4 à cause notamment du protoxyde d'azote, du méthane, ça va être un peu compliqué d'arriver au facteur 4, donc on vous autorise à intégrer le facteur 2, et c'est ça qui a été rentré dans le scénario négawatt, qui cependant, lui, arrive globalement au facteur 4, vous voyez l'équilibre, mais en même temps, Négawatt a demandé qu'il y ait de la production
d'énergie dans l'agriculture. Ce qui explique en partie l'histoire de la luzerne. Et comme le biogaz, le méthane produit à partir de la biomasse est un élément important dans le scénario négawatt, parce que le gaz se transporte facilement, se stocke facilement, etc. et tout, il y avait une demande sur l'agriculture et ça explique en partie le choix qui a été fait. Enfin, dernière chose sur les scénarios, de la même façon qu'on ne demande pas à Négawatt de mettre en place l'ensemble de ce qui va permettre d'y arriver, on n'a pas demandé non plus à After de donner la stratégie. On a besoin d'avoir cet outil, mais après, il faut que les gens se préoccupent de la stratégie, il faut que ça soit saisi par d'autres, forcément. Pour autant, aussi bien Négawatt que After ont des éléments d'expérimentation qui leur permettent de montrer ce que ça pourrait être. Mais bon, c'est à nous que ça appartient là, maintenant. C'est-à-dire une fois qu'on voit que c'est possible, il faut le considérer comme un outil. Et c'est bien comme ça que les régions les ont considérés. Merci. Le scénario est intéressant, donc je ne sais pas si on va aller vers ça, mais ça nous donne quelques pistes pour travailler aujourd'hui, et de se mettre au travail d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Enfin, quelles sont les pistes qu'on pourrait travailler? C'est passer en agriculture biologique, c'est important. Je veux dire, quand on voit la situation actuelle où les gens qui veulent passer en bio, il n'y a pas d'aide actuellement, donc ça me pose problème. Je veux dire, quand on voit la situation de l'élevage, on va maintenir le nombre d'éleveurs. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, où il y a beaucoup de gens qui arrêtent la production en élevage et qui n'en vivent pas, je veux dire, ça pose problème quand même. Donc le scénario est intéressant, mais il faut se mettre au travail dès maintenant pour aller dans la bonne direction. Je ne sais pas si on ira vers ça, je veux dire, mais on connaît quelques pistes de travail. Et actuellement, ça va un petit peu à l'encontre de ce que le marché, de ce vers quoi le marché nous emmène. Et ça me pose un réel problème, ça. Je ne sais pas trop ce que je peux répondre à ça, mais par rapport aux freins, alors bien sûr qu'il faut, si on se dit aujourd'hui 2% d'agriculture, il faut passer à 50% d'agriculture, toutes les aides à la conversion qu'il va falloir débloquer, bon, ça, il faut une volonté extrêmement forte, d'une part. L'autre, pour moi, un apport, enfin, un effet important du scénario After, c'est de lever les objections. C'est-à-dire que pourquoi on dit que, enfin, une partie des objections que l'on a aujourd'hui sur l'agriculture, le passage à l'agriculture biologique, c'est de dire, mais on va plus pouvoir exporter, mais on va plus pouvoir nourrir le monde. Donc là, on regarde, ah ben oui, mais en fait, si, c'est possible. Vous êtes biologique, vous êtes en agriculture biologique, et vous allez pouvoir nourrir votre région et un peu le monde. Donc ça, c'est quand même, pour moi, c'est quand même un résultat fort, quoi, en fait, parce que ça fait tomber une objection. Et de la même manière que certains agriculteurs qui sont attachés à la production, à cet idéal, parce que ça fait partie aussi, je pense, du métier d'agriculteur, et nourrir le monde, c'est quand même un métier assez noble, un objectif assez noble. Ah oui, si je fais de la production biologique, je participe quand même à nourrir le monde. C'est pas antinomique, quoi, en fait. Il y a plusieurs leviers, quoi. Il y a plusieurs leviers, comme l'assiette telle que je l'ai présentée. Aujourd'hui, on n'y est pas, quoi. Donc, il faut bien une éducation pour qu'on mange moins de viande. Mais les tendances, en même temps, les tendances aujourd'hui, de la viande, on en mange quand même de moins en moins. Du biologique, ça progresse. Donc, c'est pas un scénario qui va à rebours de certaines tendances actuelles. Hein. Il les amplifie, quoi. Et juste pour les éleveurs aujourd'hui sont en crise, hein, dans une crise de surproduction. Donc il faut bien quand même produire autrement. Une idée quand même qui est, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais la ferme qui est proposée en élevage, c'est de l'élevage extensif avec une diversification. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans un modèle aujourd'hui en crise où je vends que de la viande et quand le marché s'effondre, je suis bien embêté pour vendre ma viande et je suis en difficulté, vers un modèle où je vends ma viande et je vends aussi de l'énergie et je vends aussi du colza et des cultures. Donc c'est un modèle aussi plus diversifié qui est quand même plus robuste, quoi, en fait, par rapport à des aléas économiques.
Oui, vous montrez que par votre étude, c'est possible, mais en même temps, vous dites que actuellement vous êtes en recherche de lieux, de municipalités ou d'instances qui peut permettre d'aller plus loin, et vous êtes prêt à les aider. Est-ce que vous avez des exemples concrets de municipalités ou d'instances qui font ça? Et puis pour préciser un peu plus, est-ce que sur Tours, est-ce que sur l'agglo de Tours, est-ce que sur la région, vous êtes déjà dans quelque chose qui est très concret sur la mise en place, la mise en place de cette disposition? Alors, je sais que Solagro a trouvé des candidats pour réfléchir un peu plus à la mise en œuvre. Bon, je pense qu'en fait, ils sont dans des moments de négociation. Donc, moi, j'ai participé à la première phase, mais je ne participe pas à la phase 3. Donc, pour l'instant, je ne connais pas les territoires qui ont été approchés, avec lesquels les expérimentations vont avoir lieu, quoi, en fait. Mais je sais c'est des choses assez avancées, quoi, en fait. Sur l'agglomération de Tours, là où ils sont, bon, enfin là c'est plus mon expérience de chercheur par rapport à d'autres questions. L'agglomération de Tours n'est pas particulièrement en pointe sur ces questions-là. Il y a un domaine dans lequel ils sont quand même assez bons, c'est sur le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, les résultats qui sont obtenus sont intéressants, quoi, en fait. Après, l'agglomération de Tours, il y a des réflexions qu'on pourrait dire intéressantes d'installation de maraîchers. Bon, ça se fait très, très difficilement, très péniblement, mais il y a quand même des réflexions qui sont faites un peu. Ça reste pour moi anecdotique, quoi. On n'est pas sur une réflexion de fond, et encore sur l'agglomération de Tours, quoi, en fait. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Bon, on n'est pas sur une prise de conscience et sur un investissement de l'agglomération par rapport à des questions alimentaires et agricoles, quoi, en fait. Ici, non. Il est l'heure de conclure, José. Donc, dernière question. Une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on termine le débat, parce que tout à l'heure, il y a une table ronde à 16h15, exactement. Gilles, je ne sais pas, ta question, ça dépend si ta question est... Non, mais attends, là, il y a d'abord une question, là. Merci. Tout d'abord, bonjour. Excusez-moi, je suis un peu timide et j'ai un peu de mal à parler en public. Maintenant, le sujet dont j'ai besoin d'être assuré, c'est qu'en fait, voilà, moi je suis très positif et je crois à ce que vous dites qu'il est possible de nourrir la planète de manière biologique, sans intrants chimiques, puisqu'en plus, ils ont la particularité de se développer uniquement d'être efficace dans les climats tempérés. Et moi, pour rejoindre une intervention de monsieur tout à l'heure, c'est le marché qui me fait peur. Et en fait, moi, dans toutes nos démarches positives et qui peuvent être exemplaires et nous ne sommes pas les seuls à le faire pour le monde entier, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est qu'à la fin du mois, comme en plus notre Premier ministre Emmanuel Valls et puis notre porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll et puis d'autres poussent à la ratification du CETA. CETA qui est, un moyen de, même si le TAFTA, c'est-à-dire tous ces traités de libre-échange qui imposent à notre système un autre système, donc est-ce que vous êtes en mesure de me rassurer par rapport à ça? Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse des marques déposées, étant donné qu'on ne pourra pas aller, on ne pourra pas lutter face à ces personnes-là concernant la commission arbitraire qui demanderait beaucoup de moyens pour avoir des avocats qui lutteraient contre d'autres avocats afin qu'on soit pas, afin que nos terres ne soient pas rachetées et appartiennent à des firmes notamment dites américaines. Est-ce que vous pouvez me rassurer par rapport à ça? Non. Non, je ne vais pas pouvoir vous rassurer. Alors, bon, deux choses quand même. Enfin, il y en a une que je trouve positive. Le scénario, la réflexion telle qu'elle a été faite là, il s'agit de se projeter en 2050, donc dans 40 ans.
Donc, alors, bien sûr que le marché oriente la production. Par contre, aujourd'hui, il n'existe pas de méthode pour dire dans 40 ans quelles seront les préférences du marché. Comment le marché, vers quoi il va aller le marché dans 40 ans. Dans 40 ans, on ne sait pas le faire. Donc là, la réflexion qui a été faite, elle ne peut pas répondre à cette question-là. D'accord ? Même si j'ai bien compris que le marché, bien sûr, il faut vendre, il faut avoir un chiffre d'affaires, on est en concurrence, c'est un poids extrêmement fort. Hein. Ça, il ne s'agit pas de nier ça, quoi, en fait. Mais dans cet exercice-là, on s'extrait de ça. On n'est pas avec des éléments d'orientation du marché, d'équilibre des prix, etc., de préférence des ménages. On n'est pas dans ça. Parce qu'à 50 ans, enfin 40 ans, on ne sait pas faire, quoi. Il n'y a pas de modèle aujourd'hui économique qui permette de dire dans 40 ans, on va faire des hypothèses et on va pouvoir en tirer une réflexion féconde. Non, ça, pas en économie, quoi, en fait. Alors ça, c'est le premier élément. Donc, c'est pas traité. C'est pas traité dans le scénario tel qu'il a été élaboré. Après, par rapport à TAFTA, aux tentatives de négociation à un niveau international qui sont réelles et qui vont se traduire, même si elles sont à un niveau international, elles vont avoir des relations, des effets concrets sur les territoires. Moi, ce que je constate quand même aujourd'hui, c'est que Solagro, c'est pas un niveau national qui s'est positionné pour arriver à ces résultats-là. Il s'est positionné avec des acteurs locaux, avec des acteurs qui sont en prise avec le territoire. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les solutions, elles vont être construites par des liens qui vont être faits avec des agglomérations, qui auront de l'ingénierie, qui vont prendre des décisions pour protéger du foncier, pour, comme on a vu hier, protéger des débouchés. Hein, quand vous maîtrisez 5000 emplois, 5000 repas par an ou par jour, je ne me rappelle plus. Par jour, ça doit être 5000 repas par jour. C'est un débouché que vous sécurisez pour vos employés. Et ça, et même alors qu'on est quand même dans des contextes d'appel d'offres, appel des marchés qui sont contraignants, c'est possible de le faire. Donc quand même, les solutions, elles s'élaborent malgré ou en parallèle plutôt, en parallèle des négociations qui ont lieu à un niveau international et qui ont des effets bien sûr sur le local, hein, qui vont orienter, accroître de la concurrence, rendre des choses difficiles, etc. À côté de ça, les stratégies qui sont prises, elles sont prises à un niveau local, quoi, en fait. Donc il y a quand même de la marge de manœuvre, à mon avis, qui est intéressante, quoi, en fait, et il y a de la ressource en fait à un niveau local. Voilà, il faut construire des liens, des débouchés sécurisés, des coopérations et du lien entre les agriculteurs qui vont fournir de l'énergie à la ville, etc., etc. Donc ça se passe, c'est des initiatives locales. Et là-dessus, les traités internationaux, je ne suis pas sûr qu'ils aient une prise très forte, quoi, en fait. Donc c'est plutôt quand même pour moi un élément positif, quoi, en fait, de regarder que là où la priorité elle est mise sur le local, en fait, et c'est un bras de levier important. Bon, on va terminer. Merci José pour cette intervention. Tu as eu le mérite d'être obligé, on t'a obligé à retravailler un peu le scénario austère. C'est bien. Merci, et puis merci à vous tous de votre participation. Là, je crois que Marie Coutan va intervenir, là, un petit peu. Et puis ensuite, on a une table ronde, là, normalement 16h15, on va peut-être avoir un peu de retard, sûrement même. C'est une table ronde sur en quête de sens, reprendre en main son alimentation, avec à table Slow Food, voilà, et Vanessa Gilbert, diététicienne. Ça marche ? Donc, à tout à l'heure. Bon, même si vous n'êtes pas très nombreux, c'est pas grave, je vous chante ma chanson. Hein ? Merci. J'en profitais pour chanter celle-là en catimini, que j'ai écrite. Voici. La misère est à ma porte, il y a ceux qui s'en régalent, d'autres à qui ça rapporte
Qui donc a ouvert le bal? Dans ces costumes que l'on porte, voici qu'on valse. Et ça fait mal. Pour quelques maîtres qui se croient mieux, pour quelques hommes qui se croient Dieu. Le chômage est à la porte de leur paradis fiscal. La terre a-t-elle perdu le nord? Où est l'aurore boréale? Il y a le désert qui avance et les océans cavalent. Il y a ceux qui s'en balancent et toi ça te paraît normal. Voici les gueules et cloportes. Voici venir ceux qui n'ont rien. Voici l'heure de la révolte. Voici venir ceux qui ont faim. La zone est à ma porte, des cocktails Molotov explosent. À Paris ou à New York, le pétrole brûle, la rue implose. Il y a ceux que ça conforte, qui font du baratin, qui manient le verbe à tort, gouvernent pour leur bien. Voici les gueules et cloportes. Voici venir ceux qui n'ont rien. Voici l'heure de la révolte. Voici venir ceux qui ont faim. La solitude est à la porte de ta vie, vieux bonhomme. Où est la main qui réconforte la douceur de l'automne? L'absence est un rempart qui règne dans ta chambre. Elle se faufile dans le placard et s'endort dans la pénombre. Le chagrin est à la porte de ton cœur adolescent. Où est l'espoir qui nous porte l'amour des braves gens? L'homme souvent se comporte comme un loup assoiffé de sang. Il se croit roi ou Don Quichotte. Il veut le beurre et puis l'argent. Seuls les rêves qui nous portent feront de nous des hommes grands. Voici les gueules et cloportes. Voici venir ceux qui n'ont rien. Voici l'heure de la révolte. Voici venir ceux qui ont faim. Voici les gueules et cloportes. Voici venir ceux qui n'ont rien. Voici l'heure de la révolte. Voici venir ceux qui ont faim. Voici les gueules et cloportes. Voici venir ceux qui n'ont rien. Voici l'heure de la révolte. Voici venir ceux qui ont faim. Merci. À tout à l'heure.